Par un après-midi d'été de 2014, un garçon d'à peine 12 ans marchait dans un petit parc à Kentwood, Michigan. Son nom était Jamarion Lowhorn. En s'approchant d'une aire de jeu, il rencontra un garçon de 9 ans nommé Connor Verkerk. Les deux, qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, commencèrent à jouer avec le frère de Connor et un ami. Tout semblait normal, jusqu'à ce que Jamarion, soudainement, sorte un couteau de cuisine qu'il avait caché dans le sable et attaque Connor par derrière alors qu'il descendait d'un toboggan, le poignardant 3 fois dans le dos et 1 fois dans le bras, tandis que Connor courait vers sa maison, saignant et crachant du sang, disant à son frère « Ce n'est pas ta faute, je t'aime ». Jamarian s'éloignait calmement des lieux. Il s'approcha d'un homme nommé Glenn Stacy, demanda à utiliser son téléphone et appela le numéro d'urgence, confessant le crime qu'il venait de commettre. « 911, quelle est votre urgence ?» demanda le standardiste. « Je viens de poignarder. »« Quelqu'un, » répondit Jamarian d'une voix monotone. « Qui avez-vous poignardé ?» questionna le standardiste. « Je ne sais pas. »« Jen est assez de la vie, » dit le garçon. Ensuite, Jamarian demanda à être arrêté, à être emmené sur Jupiter, à être exécuté. « Je ne veux plus être sur cette planète, tuez-moi, supplia-t-il. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire maintenant. Laissez votre like pour soutenir ce contenu et continuez à regarder pour connaître tous les détails de cette affaire impressionnante qui a secoué l'État du Michigan. Cette affaire a choqué l'Amérique non seulement par l'âge de l'assassin Jamarian est devenu le plus jeune meurtrier du comté de Kent, mais aussi par les événements qui ont conduit à cette tragédie et par le surprenant chemin de rédemption qui allait suivre. Connor Verkerk était un garçon joyeux et sociable. Le jour du crime, il avait invité Jamarian à jouer, comme il le faisait avec beaucoup d'enfants. Ses professeurs le décrivaient comme un enfant aimable, qui se faisait facilement des amis. Sa mère, en apprenant que Connor voulait aller au parc avec un nouvel ami, n'a pas hésité à le laisser partir. Le parc était à courte distance de sa maison, dans une zone qui semblait sûre. Mais alors que Connor était un garçon avec une vie apparemment normale, Jamarian vivait un cauchemar quotidien qui restait caché aux yeux de la société. L'histoire de Jamarian Lowhorn commence bien avant ce fatidique 4 août 2014. Né dans un environnement de négligence et d'abus, il a grandi dans des conditions qu'une juge décrirait plus tard comme déplorables. Sa mère, Anita Lowhorn, avait déjà perdu la garde de 2 autres enfants en 1999 à New York, après qu'une de ses filles de Nun ait été trouvée avec 4 os cassés et une autre de 3 ans présentait ce qui semblait être des brûlures de cigarettes sur la poitrine. Lorsque la police a enquêté sur la maison de Jamarian après le meurtre, ils ont trouvé une résidence inhabitable sans service public, sans drap ni couverture sur les lits, du matériel pour cocaïne dans la salle de bain et des marques d'abus physiques sur le corps du garçon. Jamarian a dit aux policiers que son beau-père, Bernard Herold, avait causé les ecchymoses récentes. Les registres montrent qu'en 2013, le service de protection de l'enfance CPS avait confirmé des allégations d'abus d'enfants contre la mère et le beau-père de Jamarian. Le garçon avait été battu avec un câble électrique, laissant des cicatrices permanentes sur ses jambes. Au lieu de retirer Jamarian de la maison, le CPS l'a envoyé vivre avec son père à New York, un homme qui était en liberté conditionnelle pour agression et menace. Là, Jamarian a de nouveau été maltraité, cette fois par sa grand-mère paternelle alcoolique, avant d'être renvoyé à Grand Rapids pour vivre avec sa mère et son beau-père. À l'école, Jamarian avait demandé de l'aide. Il est allé jusqu'à raconter aux employés de l'école, les larmes aux yeux, qu'il avait peur de rentrer chez lui. L'école a recommandé qu'il reçoive un traitement de santé mentale, mais ses parents ne l'ont jamais emmené. Au lieu de cela, ils ont continué à le discipliner avec des corrections, souvent sous l'effet de drogue. Le jour du meurtre, Jamarian était puni pour ne pas avoir fait ses tâches ménagères. Il avait été averti par son beau-père pour avoir utilisé l'ordinateur quand il ne le devait pas. Après cette conversation téléphonique, quelque chose a changé en Jamarian. Il est entré dans la cuisine, a pris un grand couteau et l'a caché dans ses vêtements. Il a marché un long trajet jusqu'à arriver au parc où il a rencontré Connor et les autres garçons. Pendant tout ce temps, il a gardé le couteau caché jusqu'à l'enterrer dans le sable de l'aire de jeu. Lorsqu'il a été interrogé ultérieurement sur les raisons pour lesquelles il avait tué Connor, Jamarian a expliqué qu'il voulait mourir, mais ne pouvait pas se tuer lui-même. Il pensait que, s'il tuait quelqu'un, la police le tuerait ou il serait exécuté sur la chaise électrique, quelque chose qu'il avait vu à la télévision. Avant d'attaquer Connor, Jamarian avait pris des pilules antidépressives et des antibiotiques,
trouvé dans sa maison, dans une tentative ratée de suicide. Lorsque la police est arrivée sur les lieux après l'appel téléphonique de Jamarian, ils cessent irrités parce que les officiers se sont d'abord occupés de la victime au lieu de l'arrêter. Quand finalement un policier s'est approché de lui, Jamarian a immédiatement avoué « Venez m'arrêter. Je viens de poignarder quelqu'un ». Jamarian a été emmené en détention juvénile, tandis que Connor a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures. La mort du garçon a laissé une famille dévastée. La mère de Connor, témoignant plus tard, dirait « Je me sens comme si j'existais constamment dans deux mondes, celui-ci et celui où Connor est encore là ». Le procès de Jamarian a commencé en septembre 2015, alors qu'il avait déjà 13 ans. L'accusation a soutenu que le crime était prémédité, froidement calculé et délibéré. Ils ont souligné que Jamarian avait prévu de tuer quelqu'un depuis plus d'un an, qu'il avait consciemment caché le couteau, enlevé sa chemise pour ne pas la tacher de sang et attendu que Connor soit vulnérable, dos à lui, avant d'attaquer. La défense, d'autre part, a plaidé la folie. Ils ont fait valoir que, en raison d'années d'abus et de traumatisme, Jamarian ne pouvait pas comprendre pleinement la gravité de ses actions ou contrôler son comportement. Ils ont souligné que, chaque fois que Jamarian avait demandé de l'aide à un adulte, que ce soit à l'école ou à travers le système de protection de l'enfance, il avait été abandonné. Dans l'esprit perturbé d'un garçon de 12 ans traumatisé, tuer quelqu'un pour provoquer sa propre mort semblait être la seule issue. Après 3 jours de témoignages, y compris des évaluations psychologiques contradictoires, le jury a jugé Jamarian coupable de meurtre au premier degré. Lors de la sentence, le garçon a exprimé des remords. « Je suis désolé pour mes actions. J'ai traversé beaucoup de choses pendant ce mois-là. Chaque nuit, j'ai pleuré pour toute la douleur que j'ai causée. Si je pouvais revenir en arrière, je serais moi-même. Quand je grandirai, j'aiderai les enfants à ne pas commettre l'erreur que j'ai commise et je les aiderai à devenir de meilleures personnes dans la vie afin qu'ils n'aient pas à subir les abus que j'ai subis. » Le juge Paul Donenfeld, reconnaissant à la fois la gravité du crime et les circonstances extraordinaires qui l'entouraient, a imposé ce qu'on appelle une sentence combinée blended sentence. Jamarian a été mis en liberté conditionnelle et envoyé au centre juvénile Mosan River, près d'Evert, Michigan, avec la possibilité de révision de la sentence plus tard. Le juge a observé que, bien qu'aucun enfant ne devrait être soumis à la négligence et à l'abus physique comme l'a été Jamarian, il serait naïf de conclure que son expérience de vie n'avait rien à voir avec son plan de tuer quelqu'un pour qu'il soit arrêté et exécuté. Le juge Donenfeld a également cité la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Miller contre Alabama, expliquant pourquoi la société traite les meurtriers juvéniles différemment des adultes. La décision était basée sur 3 écarts significatifs entre les jeunes et les adultes. Premièrement, les enfants manquent de maturité et ont un sens des responsabilités sous-développé. Deuxièmement, les enfants sont plus vulnérables aux influences négatives et aux pressions extérieures. Et troisièmement, le caractère d'un enfant n'est pas aussi bien formé que celui d'un adulte. Pendant ce temps, l'affaire de Jamarian a également conduit à des accusations contre sa mère et son beau-père. Anita Lawhorn et Bernard Herold ont été jugés coupables d'abus d'enfants. Anita a reçu une peine d'1 an de prison et 5 ans de liberté conditionnelle, bien qu'elle n'ait purgé que 150 jours derrière les barreaux. Pendant le procès, Jamarian a invoqué le 5e amendement et n'a pas témoigné contre sa mère. Dans les années qui ont suivi, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Jamarian, maintenant sous soins structurés et recevant le traitement de santé mentale qui lui avait été refusé pendant si longtemps, a commencé à montrer des signes de progrès significatifs. Il a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique, TSPT, et a commencé à prendre des médicaments qui ont considérablement réduit ses flashbacks et terreurs nocturnes. Bien qu'il pensait encore au suicide, il n'agissait plus sur la base de ses pensées et a commencé à montrer un remords sincère. Plus surprenant encore fut le groupe de personnes qui s'est réuni pour soutenir Jamarian. Frank Bionis, l'officier de détention juvénile du comté de Kent qui a rencontré Jamarian le jour du meurtre, a commencé à jouer le rôle de père pour lui. Paula Creswell, une femme d'un ministère carcéral qui a commencé à écrire à Jamarian après avoir vu son histoire à la télévision, a assumé le rôle de sa mère. Et peut-être le plus extraordinaire de tout, la grand-mère de Connor, la victime, est devenue une défenseure de Jamarian, le visitant régulièrement et écrivant même un livre sur l'affaire. Dans un retournement que peu auraient prévu, la grand-mère de Connor a déclaré « C'était une tragédie que Connor soit mort, mais une double tragédie se serait produite
si nous avions perdu Jamarian en même temps. Elle a commencé à conduire régulièrement 160 km aller-retour pour visiter Jamarian et a même emmené Anita Lawhorn rendre visite à son fils. En novembre 2019, le juge a accepté de permettre à la grand-mère de Connor, à l'officier de détention juvénile et à la fondatrice du ministère carcéral de mener Jamarian en excursion hors du centre juvénile. Ils l'ont emmené au restaurant, au cinéma et ont commencé à le réintroduire progressivement au monde extérieur. En 2022, environ 8 ans après le crime, le juge Denenfeld a déterminé que Jamarian, maintenant âgé de 19 ans, avait été réhabilité et était prêt pour la liberté, avec quelques restrictions. Il a été libéré pour vivre dans la maison de Paula Creswell à Jenison, Michigan. Il a également été autorisé à passer du temps avec l'officier de détention juvénile qui avait joué le rôle de son père. Le juge a ordonné que Jamarian reste en liberté conditionnelle, travaille avec un conseiller et un mentor, et trouve un emploi. Dans une interview après sa libération, Jamarian a dit « J'ai encore des jours où je sens que je ne mérite pas ce que j'ai, mais j'ai réalisé que ce n'est pas juste de faire ça. » Il a exprimé son désir d'aider d'autres jeunes qui se sont trouvés dans des situations similaires à la sienne. « Je veux prouver au monde que je ne suis pas qui il pensait que j'étais ce jour-là. » Jamarian a trouvé un emploi à Next Step of West Michigan, une organisation à but non lucratif basée sur la foi qui offre une formation en compétences de menuiserie. Il est passé par le programme de formation rémunérée de l'organisation et a finalement obtenu un poste à temps plein, construisant des lits superposés, des nichoirs et d'autres articles en bois. Phil Nellis, le responsable de fabrication, a dit que Jamarian était devenu un mentor pour les nouveaux étudiants. Il n'est pas seulement concentré sur la reconstruction de sa vie, mais il se tourne déjà vers comment il peut aider les autres. Dans sa nouvelle maison avec Paula Creswell, Jamarian a commencé à apprendre ce que signifie faire partie d'une famille saine. C'est presque incroyable, c'est comme regarder un enfant apprendre à marcher, puis à faire du vélo et ensuite à conduire une voiture. La croissance a été si rapide au cours de la dernière année, a dit Paula. Il est venu à la maison sans rien savoir sur ce que c'est d'être dans une famille, et au cours de la dernière année, il est simplement devenu une partie normale de notre maison. Depuis lors, Jamarian s'est inscrit à des cours au Grand Rapids Community College, a appris à nager et à conduire, et a même acheté sa première voiture, tout cela par lui-même. Il a également commencé à partager son histoire, parlant, le jour de son anniversaire qui coïncide avec celui de Connor, le 14 mars à des délinquants juvéniles et à des citoyens revenant de détention. Jamarian a été franc sur l'enfance difficile qu'il a vécue et la douleur qui l'a conduit à commettre le crime, exhortant tous à assumer la responsabilité de leurs erreurs et à se rendre compte que chaque comportement a une conséquence. Il continuait à dire que nous ne sommes pas nos erreurs, et c'est vrai, a dit un auditeur. Ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur ou fait un mauvais choix que cela définit qui vous êtes. Lorsqu'on lui a demandé son avenir, Jamarian a répondu « La vie m'a lancé beaucoup de balles courbes et j'ai beaucoup de résilience. Et j'espère que cela motivera d'autres personnes, enfants et tous les autres, à dire que vous pouvez changer votre vie. » La mère de Connor, qui ne voulait initialement pas rencontrer Jamarian, a changé Davis après avoir regardé un documentaire sur l'affaire. Dans une déclaration, elle a écrit « J'aimerais que tout le monde ait pu le connaître. C'était un garçon incroyable. Il était drôle, doux et avait un talent pour le théâtre. Il avait l'habitude de se déguiser et de faire des sketchs avec ses frères. Je sens que Jai fait la paix avec Jamarian, en mettant de côté toutes intentions ou désirs concernant son avenir, sa vie et la sienne. Pour Jamarian, la façon dont il vit maintenant est à la fois un hommage à Connor et une pénitence pour ce qu'il a fait. Il dit qu'il veut honorer la mémoire de Connor en utilisant sa propre vie pour aider les autres à éviter le chemin qu'il a suivi. Le cas de Jamarian Lawhorn est une histoire d'échec systémique, de tragédie incommensurable et, finalement, d'une possibilité de rédemption. C'est une histoire qui soulève des questions sur la façon dont la société protège ou ne parvient pas à protéger ses enfants les plus vulnérables, sur la façon dont le système de justice pour mineurs devrait traiter les jeunes délinquants, et s'il est possible pour quelqu'un qui a commis un acte aussi horrible de trouver un chemin de retour vers une vie productive. Jamarian n'avait que 12 ans quand il a tué Connor Verkerk. Il a été victime d'années d'abus et de négligence, a signalé des demandes d'aide qui n'ont pas été entendues et, dans le désespoir, a eu recours à un acte violent dans l'espoir de mettre fin à sa propre souffrance. Rien de tout cela ne diminue l'horreur de ce qu'il a fait ou la perte incalculable subie par la famille Verkerk.
Mais l'histoire ultérieure de Jamarian soulève la possibilité que, dans certains cas, même après les actes les plus terribles, il puisse y avoir place pour la guérison, la croissance et le changement. Lorsque le juge Denenfeld a imposé sa sentence en 2015, il a dit « Je crois en la rédemption. Je ne suis pas prêt à y renoncer pour un garçon de 13 ans en ce moment. » 8 ans plus tard, lorsqu'il a libéré Jamarian, le juge a observé « Je suis extraordinairement fier du progrès de Jamarian et je sens qu'il est prêt à entrer dans l'âge adulte et à être un membre productif de la société. » Aujourd'hui, Jamarian Lawhorn poursuit son voyage, portant avec lui à la fois la culpabilité pour ce qu'il a fait et l'espoir de ce qu'il peut encore devenir. Il est encore jeune, avec des décennies de vie devant lui. Comment il utilisera ce temps et s'il parviendra vraiment à honorer la mémoire de Connor et à justifier la foi que tant de personnes ont placée en lui, reste encore à déterminer. Il est important de noter que tout le monde n'est pas d'accord avec le traitement accordé à Jamarian. Beaucoup soutiennent que, indépendamment de son âge ou des circonstances, il a commis un meurtre prémédité et doit purger une peine correspondant à la gravité de son crime. Le procureur avait initialement demandé que Jamarian soit traité comme un adulte et risque la prison à perpétuité. Durant le procès, la procureure Bramble a soutenu. Si la personne assise au banc des accusés était un homme de 30 ans ou 35 ans, vous regarderiez cela et diriez quel meurtre froid, calculé et brutal. Ce n'est pas différent juste, parce qu'il a été commis par un garçon de 12 ans qui en a maintenant 13. Cependant, les recherches en neurosciences continuent de démontrer des différences fondamentales entre les cerveaux juvéniles et adultes, en particulier dans les parties du cerveau impliquées dans le contrôle du comportement. La Cour suprême des États-Unis s'est partiellement basée sur ces recherches en décidant que les peines obligatoires d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle sont inconstitutionnelles pour les accusés mineurs. L'affaire a également généré des discussions sur la responsabilité des services de protection de l'enfance. Comme l'a observé le détective dans l'enquête, nous pensons que le CPS a échoué, le DHS a échoué. Et s'ils avaient fait leur travail, peut-être que nous ne serions pas ici, et peut-être que Jamarian ne serait pas là où il est non plus. Pendant ce temps, Connor Verkerk est rappelé par sa famille comme un garçon compatissant, intelligent et gentil, qui voulait être enseignant quand il grandirait. Son frère Cameron, qui a été témoin du meurtre quand il avait 8 ans, a passé 5 ans de thérapie avant de finalement surmonter les cauchemars. Sa mère lutte pour avancer, sachant que rien ne sera jamais plus pareil. L'histoire de Jamarian. Lawhorn et Connor Verkerk offrent peu de réponses faciles, mais de nombreuses leçons importantes. C'est un rappel de la vulnérabilité des enfants, de l'importance des systèmes efficaces de protection de l'enfance, de la nécessité d'accès aux soins de santé mentale et des défis inhérents à la recherche d'une justice qui soit à la fois équitable pour la victime et appropriée pour le délinquant. Peut-être l'aspect le plus puissant de cette histoire, cependant, est la capacité humaine de pardonner. La grand-mère de Connor, en tendant la main à Jamarian et en l'aidant dans son parcours de réhabilitation, a démontré un type de compassion qui défie la compréhension. Comme elle l'a dit elle-même. Selon ma définition du pardon, oui, je l'ai pardonné. La mère de Connor, malgré sa douleur incommensurable, est finalement arrivée à un endroit où elle pouvait dire qu'elle avait fait la paix avec Jamarian. Et Jamarian, après des années de lutte, est finalement arrivé à un point où il pouvait dire « Je me suis enfin pardonné ». Dans son essence, c'est une histoire sur ce que signifie être humain faillible, endommagé, mais aussi capable de changement, de croissance et, peut-être, même de rédemption. C'est une histoire qui n'offre pas de conclusion facile, mais nous invite à considérer des questions profondes sur la justice, la compassion et le potentiel de transformation, même après les actes les plus terribles. Alors que Jamarian Lawhorn poursuit sa vie, maintenant comme un jeune adulte libre, il porte avec lui le poids de ce qu'il a fait et la responsabilité d'honorer la seconde chance qu'il a reçue. Comme il l'a dit, je suis fier, mais je ne suis pas satisfait. Je sais que je peux faire beaucoup plus, et je sais qu'il y a beaucoup plus à venir. Ainsi s'est terminée l'affaire du plus jeune meurtrier du Michigan, non pas avec une punition perpétuelle, mais avec la possibilité de rédemption. Si cette possibilité sera pleinement réalisée, seul le temps le dira. L'histoire de Jamarian nous fait également réfléchir sur combien d'autres enfants souffrent d'abus et de négligence en ce moment, demandant silencieusement de l'aide qui ne vient jamais. Combien d'autres Jamarians existent, dont les vies pourraient être sauvées, avant que la tragédie ne les pousse au-delà du point de non-retour.
Et combien de victimes potentielles comme Connor pourraient être épargnées si notre société était plus efficace pour protéger ses membres les plus vulnérables? La tragédie de Connor Verkerk et Jamarian Lawhorn ne peut pas être défaite. Mais peut-être, en tirant des leçons, pouvons-nous travailler pour un avenir où des histoires comme celle-ci deviennent de plus en plus rares. Après la libération de Jamarian, le 7x7, une organisation à but non lucratif de réinsertion pour les personnes qui sont passées par le système carcéral, a partagé son histoire comme un exemple de transformation. Il est devenu un symbole d'espoir, preuve qu'il est possible de trouver un chemin vers la réhabilitation, même après les crimes les plus graves. Pour la famille de Connor, aucune quantité de réhabilitation ne peut ramener leur fils. Mais en voyant Jamarian utiliser sa vie pour essayer de faire le bien, ils peuvent trouver un certain réconfort dans le fait que la mort de Connor n'a pas entraîné la perte de 2 vies, mais une vie rachetée qui cherche maintenant à honorer celle qui a été prise si prématurément. Aujourd'hui, Jamarian continue à travailler, étudier et partager son histoire, espérant qu'elle puisse servir d'avertissement pour d'autres enfants traumatisés et à risque. Comme il l'a dit lors de l'une de ses conférences, « Ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur ou un mauvais choix que cela définit qui vous êtes. » C'est un message qui résonne au-delà de son cas spécifique, offrant de l'espoir à quiconque a déjà senti que ses erreurs passées le définissent de façon permanente. C'est aussi un rappel du pouvoir de la compassion humaine et du potentiel de croissance et de changement. L'histoire de Jamarian Lawhorn et Connor Verkerk est une tragédie à plusieurs niveaux. C'est l'histoire d'un enfant perdu par la violence, et d'un autre enfant dont la douleur et le traumatisme l'ont conduit à commettre un acte terrible. C'est l'histoire de systèmes défaillants et d'opportunités manquées. Mais c'est aussi, peut-être, une histoire sur la possibilité de rédemption et la capacité humaine de compassion, même face à la perte la plus dévastatrice. Chaque année, le 14 mars anniversaire partagé par les 2 garçons Jamarian, dit qu'il a l'intention d'honorer la mémoire de Connor d'une manière ou d'une autre. C'est un rappel annuel que, bien que ses actions ne puissent être défaites, il peut choisir de vivre sa vie d'une manière qui honore celui dont il a pris la vie. Voici l'histoire complexe et troublante de Jamarian Lawhorn, le plus jeune meurtrier du comté de Kent, Michigan. Une histoire qui n'offre pas de conclusion facile, mais nous invite à réfléchir sur la justice, la réhabilitation et la profonde fragilité de la vie humaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez de cette affaire et si vous croyez que le système a fait la bonne chose en donnant à Jamarian une seconde chance. À la prochaine vidéo.